Dans l'affaire Pellico, plusieurs comportements et personnages intrigants ont émergé. Et alors aujourd'hui, on va à la fois analyser les différents personnages, mais aussi ce que je veux, c'est qu'on puisse comprendre quel est l'impact sur nous comme téléspectateurs, sur les gens qui vont suivre ça. Quelles sont les émotions qui vont émerger? Pourquoi est-ce que pour certains c'est si addictif, hein? C'est devenu un peu comme une série télévisée ou même un film de Guy Ritchie, hein, parce que quand je vais vous présenter les personnages, il y a une manière de présenter les personnages qui sont très filmographiques. Est-ce que c'est voulu ou pas? Ça, j'en sais rien. Mais ce qui va m'intéresser, les analyses, vous en avez déjà entendu plein, c'est l'impact sur nous comme téléspectateurs. Qu'est-ce que ça fait émerger de nous? Et c'est là que ça devient intéressant. Alors, petit résumé rapidement, Dominique Pellico, c'est un gars un peu vieux qu'on chope dans un magasin en train de filmer en dessous de jupes de dames. Il se fait gauler par un super gars de la sécurité qui, c'est grâce à lui que tout se passe en fait, parce que il arrête le gars et il insiste pour que la femme porte plainte. La femme était prête à partir et là, il a absolument voulu porter plainte et c'est ça qui a permis de trouver tout ce qui se passait derrière. Et on s'est rendu compte en fouillant son téléphone, en fouillant ses ordinateurs, que le gars faisait violer sa femme en l'endormant avec des barbituriques, des somnifères, des machins. Il lui donnait un cocktail, elle s'endormait et il trouvait d'autres hommes sur Internet pour venir violer sa femme pendant qu'elle était dans les vapes. Et ils ont trouvé plus de 90, 90 personnes différentes dans les images et ils ont pu en retrouver une cinquantaine. Et donc, c'est arrivé en 2020. Le procès s'est ouvert il y a 1 ou 2 semaines. Et chaque jour, on suit ça et les gens voient ça comme, de nouveau comme une série parce qu'il y a un personnage, il y a un autre, et on va tous en parler, les avocats et tout ça. Et donc, le participant principal dans l'histoire, celui qui, bien sûr, va faire émerger le plus de choses dans un premier temps, ça va être Dominique Pellico. Et on va retrouver chez lui plusieurs comportements toxiques finalement. Bien sûr, il y a le violeur, hein. Il l'a admis lui-même, il a dit, voilà, il est un violeur et il a balancé sur les autres en disant que tous les autres savaient aussi, alors qu'il y a plusieurs personnes qui se défendent en disant qu'ils ne savaient pas que c'était un viol, etc., etc. Et cetera. Et on voit là-dedans que pendant tout le processus, lui, c'est un manipulateur, hein, mais c'est un contrôlateur. C'est un narcissiste qui veut se sentir supérieur en contrôlant. Pourquoi? D'abord, il est malade. Et donc, la meilleure manière de prendre la main sur le truc, c'est de ne pas être là au début pour pouvoir après faire une entrée qui va être remarquée. Parce que s'il est là depuis le début, ben voilà, mais le fait qu'il soit pas là, on parle du fait qu'il soit pas là. Et donc quand il va revenir, ça fait monter la sauce. Et quand il rentre et tout le monde le regarde. Et ça, c'est quelque chose que chez lui, c'est assez important. Et donc, il est narcissique parce que Baudin, il aimait se filmer, il aimait se voir, il a un besoin de se sentir supérieur en contrôlant à la fois sa femme, à la fois les autres, parce que donc moi je les ai pas vus, parce que j'évite de regarder ça, j'ai pas envie d'avoir ce genre d'image dans ma tête, mais j'ai entendu parler des vidéos où il dirige un peu ça comme si c'était un film X, et donc il dirige, il contrôle à ce moment-là, il va exciter le gars qui fait ça en parlant mal à la femme. Il y a des mises en scène. Il écrit des trucs sur la femme. Il l'habille d'une certaine manière. Donc, il est dans le contrôle. Il aime le fait de se faire admirer. Parce qu'il y en a plein d'autres qui l'admirent. Il y en a même certains qui le prennent comme modèle. Parce que en parallèle du procès, il y a un gars qui n'a pas violé sa femme, mais qui lui a demandé les conseils, les posologies et du cocktail pour le faire à sa femme. Et il a invité lui pour qu'il fasse la même chose à sa femme. Donc, à un moment, il se voit comme un modèle. Et ça doit être quelque chose de très... je sais pas comment dire, mais voilà, ça doit être très excitant pour lui. Et donc, forcément,
en tant que spectateur, on va, on va avoir beaucoup d'émotions à l'encontre de ce truc. À la fois, et c'est là que ça devient particulier, quoi, et que ça devient un peu aussi malsain parfois, c'est que il va y avoir un dégoût tout plein d'émotions négatives envers cette personne, mais aussi une certaine fascination. Les gens vont chercher à savoir, j'ai pas été voir ça avant, mais j'imagine que les recherches sur cette thématique doivent exploser les, les tendances. Et il va y avoir une fascination. De la même manière que à chaque fois qu'il y a un truc sur Netflix sur un nouveau tueur en série, ça marche très bien. Il y a une fascination chez les gens pour ça. Dexter a très bien marché dans le temps. Il y a 1 ou 2 ans, il y a un truc qui s'appelle Darm ou je sais plus, mais un tueur en série. Il y a eu Bondi, il y a eu Michael Myers, il y a plein de gens comme ça. On va être fasciné. Et si on faisait une série sur Marc Dutroux, je suis sûr que ça exploserait les résultats parce que malheureusement, il y a une fascination. Il y a une fascination sur l'enquête, sur le fait de comprendre comment il a fait. Et ça, c'est le genre de truc qu'on adore. On adore discuter. Ouais, mais tu as vu ça, machin. Il y a un côté fascinant là-dessus. Et aussi, il y a le risque, malheureusement, de voir ce truc se propager dans les années. À chaque fois qu'il y a eu des trucs assez gros, les gens, la première fois que les personnes ont oublié un enfant toute la journée dans une voiture, qu'il y a eu Courgeot, je pense qu'elle s'appelle, qui avait congelé des bébés. Malheureusement, on se rend compte que les années qui suivent, il y a des gens qui le font par après. Donc malheureusement, il y a une possibilité qu'il y ait d'autres personnes qui le fassent. Et c'est le combat de sa fille. Sa fille, et ça je vais en parler, elle a une association qui s'appelle Réveille-moi, je pense, euh, euh, ou un truc du style, ou M'endors pas, quelque chose comme ça. Et ou pour combattre ça, parce que il y ait des possibilités que ce soit beaucoup plus fréquent que qu'on puisse imaginer. Et donc il y a ce personnage qui contrôle les débats parce qu'il arrive, non seulement il arrive, au lieu de se débiner comme tout le monde l'attendait, il le dit, je suis un V, et eux aussi. Et c'est là qu'il contrôle le truc parce qu'il va contrôler le futur de tous les gars qui l'ont accompagné, qui essayent de monter une défense, et lui arrive et il fout en l'air la défense. Donc il y a un besoin de contrôle extrêmement fort chez lui. Bien sûr, un manipulateur sans nom parce que dans un premier temps, selon la famille explique que c'était un père parfait, un père si, il n'y avait pas de problème. Euh, Là, maintenant, je ne sais pas, je vais mettre des guillemets parce qu'il me semble que ces 2 derniers jours, j'ai entendu dire qu'il y a quand même des trucs louches qui se sont passés avant, des photos de petits-enfants, voilà, qu'il y a eu des signaux avant. Et les Freudiens vous parleraient sans doute d'actes manqués de sa part. Parce que quand on voit la gravité et à quel point il avait poussé le truc, c'est fou que il cherche ou il se satisfasse à faire des photos en dessous des jupes des gens, alors qu'il pousse le truc si loin, où il est suspect dans une autre enquête de meurtre, de viol. Et donc, les Freudiens vous parleraient d'un acte manqué sur ce coup-là. Et donc, ensuite, l'autre grand personnage, là, lui, c'est Voldemort, c'est Dark Vador. Et l'autre côté, c'est le héros de l'histoire, du film, c'est sa femme. C'est sa femme qui est victime de quelque chose d'horrible et aussi aujourd'hui une femme courage. Et cette personne est passée de petit agneau à Rambo parce qu'elle offre un visage très fort et elle résiste et tout le monde la soutient, tout le monde la pousse, tout le monde voudrait la mettre elle en modèle. Et euh,
c'est aussi un personnage très intéressant et très intéressant à voir sur la longueur. Pour moi, à voir sur la longueur, parce que on va voir si à la fin de tout ça, euh, comment est-ce qu'elle va s'en sortir? Parce que malheureusement, il peut y avoir une sorte de burn-out après tout ça, ou presque ce qu'on pourrait associer un peu à une dépression postpartum. Dans le sens, il y a un truc qui est quand même long, où il faut tenir, 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 et quand on arrive au bout, parfois on s'écroule parce qu'on n'a plus de force, parce qu'elle doit passer, c'est des trucs innommables, la manière dont elle est traitée par les avocats de la défense ces derniers jours, euh, même les gens dans les commentaires, elle devrait savoir, où elle l'a cherché, elle était consentante, tous ces trucs-là. Imaginez-vous entendre ça dans ces moments-là, qu'est-ce que ça doit faire? La force qu'on doit avoir besoin, et j'espère que toute sa famille derrière fait bloc pour la soutenir. Et aussi ce côté Rambo, on va voir de nouveau ce qui va être un point important pour elle, c'est comment ça va se passer à la fin du procès. Est-ce qu'elle va pouvoir lâcher les armes de Rambo pour se reconstruire ou est-ce qu'elle va rester dans Rambo? Et le problème de rester dans Rambo, il y a une vidéo que je vous mettrai ici, que j'ai appelée le Calimé Rambo. Parce que pour être un Rambo, donc Calimero, le phénomène du Calimero, c'est quand on vit une injustice. Et alors, c'était un petit dessin animé qui disait toujours, c'est trop injuste. Et chaque fois, il lui arrivait quelque chose. Et les gens qui sont dans Rambo pensent qu'ils sont forts, à eux, on leur fait rien, et ça va pas se passer comme ça. Sauf que pour être Rambo, il faut avoir attaqué les méros. Tu ne peux pas être Rambo et te venger et tout péter si t'es rien arrivé. Et donc, le problème de rester dans le Rambo, c'est qu'on reste dans le Calimé Rambo. Et donc, il faut qu'il nous arrive quelque chose où il faut qu'on baigne sur la souffrance pour pouvoir mener le combat. Et ça, c'est éreintant. Ça, c'est vraiment la direction vers le burn-out. Donc, j'espère pour elle que elle va pouvoir refaire un travail pour retrouver la paix avec tout ça, même si certains peuvent se demander comment est-ce qu'on peut retrouver la paix par rapport à tout ça. Ensuite, il va y avoir les accusés. Les accusés où, de nouveau, il y a une grande mise en scène où ils vont passer, et pour une fois, grâce effectivement à la force de Madame Pellicot, qui, enfin, en fait, je devrais connaître son nom de jeune fille parce que continuer à l'appeler Madame Pellicot, c'est quand même, ça doit lui faire mal, quoi. Mais donc, elle, elle a demandé que ce ne soit pas à huis clos, alors que j'imagine que les photos et les vidéos d'elle vont filtrer. Donc, de nouveau, c'est super courageux, mais pour que on puisse voir la tête des gens qui l'ont violée. Donc, aussi, c'est un coup spectaculaire là-dedans. Et donc, on va voir les accusés qui vont passer et qui vont raconter leur histoire. Et à la fois, ce qui est terrifiant, c'est de se rendre compte que c'est Monsieur Tout-le-Monde et que ça veut dire que si ce type a trouvé presque une centaine de personnes aussi facilement dans Monsieur Tout-le-Monde, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de ça. Et là, de nouveau, tout ça, à chaque fois, donc avec Pellico, il y a plein de haine, plein de colère, une envie de meurtre chez certains, hein, parce que on veut la vengeance, on veut qu'il pèle. Chez son épouse, euh, c'est la compassion, on a envie de la supporter, on a envie de lui apporter notre soutien, hein, et c'est ce que font certaines personnes, elles l'applaudissent, c'est leur manière de porter soutien. Et alors là, il y a les accusés où on va souffler le chaud et le froid, où à la fois c'est des gens qu'on voudrait voir en prison, et à la fois on raconte leur histoire, on se dit waouh, effectivement, ce sont des gens qui ont été abusés pour certains et tout ça. Et donc, il y a du chaud et du froid, mais aussi le constat de c'est monsieur tout le monde. Ça veut dire que le pourcentage je ne sais pas quel est le pourcentage de personnes là-dedans, mais ça doit faire beaucoup de monde qui sont capables de faire ce genre de choses, qui vont être
excités par ce genre de choses, par la souffrance, par le pouvoir, et tout ça, ça effraie. Ça effraie. Et ce qui va effrayer aussi, c'est le fait qu'à un moment ou à un autre, les questions vont se poser. Est-ce que moi, je serais capable? Ou la partenaire pourrait se poser la question, est-ce qu'il serait capable? Et là, tout d'un coup, il y a des choses, c'est avec la, je sais pas si c'est le bon terme, mais la facilité d'accès des vidéos pour adultes euh, fait que ce genre d'images sont arrivées, même peuvent arriver très tôt, parce qu'on sait que les jeunes consomment très tôt ces contenus X, et donc ces images-là qui peuvent apporter une excitation va faire qu'à un moment on a envie de le refaire. Hein. C'est ça, surtout la notion de pouvoir, et plus une personne, parce c'est intéressant à comprendre que toutes ces personnes qui recherchent cette sensation de pouvoir, s'ils recherchent cette sensation de pouvoir profiter de l'autre de cette manière-là, s'il y a bien une chose que ça exprime, c'est une impuissance interne. Je dis tout le temps, quand je fais mes vidéos sur les pervers narcissiques sont des petites bites. Dominique Pellicot est une petite bite parce que à l'intérieur de lui, il doit y avoir une insécurité, il doit y avoir une sensation d'impuissance pour qu'il ait tellement besoin d'imposer une image de contrôle. Il a un besoin d'exprimer et un besoin d'avoir le contrôle, c'est parce qu'à l'intérieur de lui, il y a une partie qui ne l'a pas. Et donc, c'est important de ne pas les voir comme des Voldemort et des Dark Vador, mais les voir pour ce qu'ils sont. Ce sont des pauvres types qui souffrent, et non pas pour avoir pitié, c'est pour les descendre du piédestal sur lequel on peut mettre ce genre de personnes. Souvent, les Voldemort, rappelez-vous, Voldemort dans Harry Potter, il n'osait même pas dire son nom. C'était celui qu'on ne peut pas nommer. Euh, euh, Parce qu'il y a tout d'un coup une manière de mettre ces gens-là sur un pédestal. Et le fait de le dire, c'est une petite bite qui souffre, le but, c'est pas le pardonner, absolument pas. C'est pouvoir le mettre au niveau dans lequel il doit être. Et non pas, parce qu'à chaque fois qu'on le met comme ça, nous, on se met en infériorité. Donc, le remettre à un niveau et arrêter d'avoir peur de ces gens-là et faire ce qu'il faut. Et donc, il y a sa fille, ça j'en ai parlé, sa fille qui est aussi très courageuse. C'est la première qui a commencé à parler. C'est la première qui est venue sur les plateaux et qui a parlé de tout ça. Il y a surtout ces derniers jours les avocats de la défense qui ont des comportements de guignol. Il y a une avocate qui fait des TikTok, qui s'est permis quand on a commencé à lui faire des remarques, de faire une vidéo où elle danse sur Wake Me Up Before You Go Go de Wham. Ça veut dire réveille-moi avant de partir, quoi. Alors que la femme, elle a été droguée pendant des années et on l'a abusée. Enfin, et en faisant des vidéos TikTok amusantes, machin, c'est vraiment un comportement de guignol et à l'image de ce que valorise la société dans laquelle on se trouve. Ça veut dire que tu as ton quart d'heure de gloire, tu deviens quelqu'un. Et c'était Rémi Gaillard, je crois, qui disait son gimmick, c'était deviens quelqu'un en faisant n'importe quoi ou un truc du style, ça ressemblait à ça. Et c'est vraiment ça. Et, et à chaque fois, c'est du pain béni hein, pour les télés BFM, CNews, les trucs en continu. Ça, c'est du pain béni pour eux parce qu'ils savent que les gens vont regarder. Si ça génère une émotion chez toi, tu vas être scotché. Et plus ça va générer d'émotions, plus ça va être scotché. Eux, ils sont là. Génial, génial, génial. Il faut qu'on la mette, il faut qu'on la mette, il faut qu'on la mette, il faut qu'on la mette en premier. Il faut qu'on lui fasse une interview, il faut tout ça. Parce que ça génère de l'émotion chez toi. Si ça génère de l'émotion chez toi, ça génère de l'attention. Et dans tout ça, comme spectateur, ce qu'on vit, c'est on a envie qu'il paye. Et on a envie qu'il paye pourquoi? Parce qu'on a envie de vengeance. Et pourquoi on a envie de vengeance? C'est parce que de manière latente,
il y a une sensation d'injustice. Et, 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 et- et ça, c'est la réaction qu'on va avoir où tout d'un coup, on va en vouloir aux avocats de défendre ces gens-là parce qu'ils ne devraient pas les défendre. Mais au fait, ils devraient pas, on a la sensation qu'ils ne devraient pas les défendre parce que trop souvent, ils s'en sortent. Trop souvent, si vous regardez les 4 dernières années, tous les grands procès, tous les grands trucs qu'il y a eu, il y a une sensation d'impunité énorme. Tous les mensonges qu'on a racontés, tous ces gens-là qui font des crimes et qui s'en sortent, que ce soit R. Kelly, Epstein, sans doute P. Diddy, les LuxLeaks, tous les gens qui ont détourné de l'argent, personne n'est en prison. Et donc ça génère une sensation d'insécurité et comme ça, d'injustice. Et à ce moment-là, ça veut dire que non seulement on veut que justice soit faite, mais on a une envie de vengeance. Et de nouveau, dans l'attente de la vengeance, dans l'attente qui paye, dans l'attente qu'on remette je suis sûr qu'il y en a plein qui voudraient remettre la peine de mort et le tuer et qu'on regarde quand il meurt. Ça, est généré par une notion d'injustice. Par exemple, la vengeance est beaucoup moins présente dans des sociétés comme les sociétés scandinaves parce que le système judiciaire fonctionne beaucoup mieux. Dans les pays scandinaves, dans les scandales politiques, le plus gros truc qui est arrivé ces 10, 15 dernières années, c'est une première ministre ou une ministre qui a acheté un Toblerone et un tapis avec la carte du boulot et qui, en rentrant, a remboursé l'argent. Elle n'avait pas sa carte, elle a pris la carte du boulot, elle a payé et elle a remboursé. Et même si elle avait remboursé, et même c'était un Toblerone et un tapis en Turquie, donc un petit truc, ça doit être quelques dizaines d'euros, elle a dû démissionner et ça a fait scandale. Et c'est tout ce qu'ils ont à se mettre sous la dent. Mais donc, comme la moindre petit truc est condamné, eux, ils font confiance à la justice. Et s'ils font confiance à la justice, ils n'ont pas besoin d'avoir ce sentiment de vengeance. Et il y a autant de sentiments de vengeance ici parce que le sentiment d'injustice est grand. Et tout ça, c'est ce qui va créer de la tension, c'est ce qui va générer de l'émotion. Et alors, on va détester l'un, adorer l'autre, être fâché sur ci. Et ça, à ce moment-là, on ne se rend pas compte à quel point on est manipulé. On est manipulé, et donc, on va, les chaînes d'information, qui ne sont plus des chaînes d'information, qui sont c'est pas l'information ce qu'ils vendent. Ce qu'ils inventent, ce qu'ils vendent, c'est comme sur ton téléphone, c'est comme les réseaux sociaux, c'est qu'est-ce qui va retenir ton attention. Ce sont des chaînes d'attention. Et donc, elles vont tout faire pour générer chez nous ce qui fait mal, ce qui fait peur, ce qui enrage et tout ça. Et donc, ils vont aller chercher dans nos émotions les plus profondes une manière de les titiller pour que ça sorte. Et, euh, je pense qu'on n'a pas fini. Je pense qu'on n'a pas fini. Parce que je suis sûr qu'il y a déjà plein de gens qui cherchent des petites choses dans la vie de Madame Pellicot pour les sortir et essayer de trouver quand les avocats lui disent déjà, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu exhibe et tout. C'est pour mettre le doute, mais ça maintenant, comme c'est pas à huis clos, c'est quelque chose qui se fait tout le temps dans les procès. Maintenant, nous, on a cette information qu'on n'a pas, on l'a presque en direct. Il manquerait plus que, je suis sûr que si il le donnait en live sur Facebook ou sur le truc, il y aurait plein de gens qui le regarderaient. Mais donc ça génère de l'émotion chez nous. Et on se met en colère et on le déteste et on irait jeter des sacs de merde devant son bureau d'avocat. Mais sachez qu'à chaque fois, dans ces moments-là, on est manipulé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réagir, ça ne veut pas dire que ça ne mérite pas une réaction. Euh, il y a une différence entre que ça mérite une réaction et que d'autres jouent avec vos émotions pour avoir votre attention. Et le problème, c'est là où est ce gap. Bien sûr que c'est important de réagir, bien sûr que c'est important de défendre, bien sûr que c'est important que cette personne paye. Il est important aussi, si jamais ce serait intéressant de prendre ce type-là et de l'étudier pour pouvoir repérer des indices qui permettraient d'en repérer d'autres. Mais
Pour protéger la société, c'est important aussi de travailler sur ces gens-là. Parce que si on peut trouver un moyen de libérer cette personne-là de ce qui l'emmène à faire ça, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut faire aux autres. La société n'est pas... si ce type va en tôle, bon, l'avantage c'est qu'il a plus de 70 ans, il a plus de 70 ans, donc il va sans doute prendre assez pour ou mourir dedans ou sortir très très vieux. Mais quand on a quelqu'un de plus jeune et qui a 20, 25 piges, qui se prend 20 ans et qui ressort à 45, le problème c'est que la prison telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne règle pas le problème, elle ne guérit pas cette personne, elle ne la sort pas de ses problèmes. Et donc, le problème c'est que pour le moment, la prison est une parenthèse. C'est une parenthèse et on sort la personne de la société. Le problème, c'est quand on la remet, elle est tout aussi dangereuse et parfois voire plus. Parce que les gens qui sortent pour des petits trafics rencontrent, ont des connexions à l'intérieur et sortent pour des plus gros trafics. Donc, quand il y a ce genre de procès ou de situations qui apparaissent, ce qui est intéressant, c'est que ça nous offre une possibilité de se questionner sur la société, de se questionner sur la manière dont c'est utilisé, sur la manière dont on réagit par rapport à ça. Et ce serait génial qu'on puisse en faire quelque chose. Ce serait génial que ce genre d'affaires puisse être un point pivot pour le fonctionnement de la société. Malheureusement, c'est pas ce que recherchent les médias, c'est pas ce que recherchent l'information, et c'est pas ce que recherchent la plupart des gens. C'est juste être entretenu. Et dans 2 semaines, en 2 semaines, ça va commencer à intéresser de moins en moins de monde. Il y a moins en moins de choses qui vont se passer, et on va passer à autre chose. Quand on parle de ça, on ne parle pas de la guerre au Proche-Orient, on ne parle pas de la guerre en Ukraine. On passe d'une information à l'autre, alors que ce serait intéressant de pouvoir mettre les choses à plat et pouvoir utiliser ça et toutes les ramifications, comme je t'ai expliqué un peu ici, pour pour que ça puisse avoir un impact positif sur la société. Donc pose-toi la question, toi, qu'est-ce que ça touche chez moi? Qu'est-ce que ça fait réagir chez moi? Et vers où ça me mène, tu vois? Parce que si tu te laisses aller dans ces émotions, si tu te laisses aller dans cette vengeance, qu'est-ce qui va sortir de toi? Et dans ce qui va sortir de toi, est-ce que ça t'amène vers quelque chose de positif ou ça t'amène vers du stress, vraiment des émotions négatives qui font de toi quelqu'un que tu voudrais peut-être pas proposer à tes enfants, que tu voudrais peut-être pas proposer à quelqu'un que t'aimes bien. Tu vois? Et le problème, c'est que dans ces moments-là, la personne que tu deviens cette personne-là parce que tu es manipulé par des gens qui veulent te vendre quelque chose, du temps d'antenne, n'importe quoi. Mais, et c'est à ce moment-là de dire, OK, là, je me fais manipuler. Même si l'histoire vaut la peine de réagir, mais que ce soit toi qui choisisses la réaction et qu'on ne la choisisse pas à ta place. Et qu'on ne joue pas avec toi, avec le malheur d'autres. Et donc ça, c'est intéressant d'avoir comme analyse sur toi. Donc voilà ce que je voulais dire sur l'impact que ce genre d'affaires a sur nous. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour analyser un petit peu plus lui et un petit peu plus elle, je vais voir. Mais en tout cas, voilà. Peut-être ça t'a fait réagir, peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux le mettre en commentaire, mais ce qui m'intéresse, c'est utiliser ça pour voir, OK, pour faire un reflet sur nous. Qu'est-ce que ça sort? Est-ce on a envie que ce soit ce genre de trucs qui sortent de nous? Ou qu'est-ce que on pourrait dire, OK, si ça se passait autrement, comment ça pourrait se passer et vers quoi on pourrait aller? Voilà, clique sur le bouton j'aime si ça t'a intéressé, mets-moi des commentaires si ça te parle et on se voit très vite sur une autre vidéo. Salut!